Allez, on est de retour pour la seconde partie des experts, 10h, 11h, tous les jours sur BFM Business, en direct du débat, du décryptage, avec mes experts du jour, Céline Antonin, Léonidas Kalogeropoulos, Philippe Mutrici et Ludovic de Sauté. On continue de décrypter l'actualité. L'actualité de ce week-end, c'était aussi le contre-budget, la présentation du contre-budget du Parti Socialiste. C'était samedi à Blois, 24 heures après les propositions du Front économique. Souvenez-vous, le Front économique, c'est le MEDEF qui l'avait lancé à la rentrée, il y a un an, à la rentrée 2024. C'était à la REF après avoir constaté que finalement, pendant la campagne des législatives, après la dissolution, on avait vraiment pas parlé d'économie, ce qui était un peu inquiétant. On voit le résultat un an plus tard. Alors évidemment, je ne vais pas vous surprendre, les propositions du Front économique ne sont pas exactement celles du Parti socialiste. Alors si on résume rapidement, 15 milliards, c'est beaucoup d'impôts. Hein. C'est dans l'ensemble beaucoup d'impôts quand même. 30 milliards, un choc fiscal de 30 milliards d'impôts. On fait beaucoup moins d'efforts en dépenses, seulement 14 milliards. Et puis, on repousse à 2032 l'objectif de retour d'un déficit à 3%. Un premier commentaire sur cette copie. Alors déjà, il y a Ludovic de Sauté. À nouveau, il y a le commentaire politique, parce qu'il y a un petit effet quand même qu'on court l'épine, qui est pas très bon, je pense, honnêtement, qui c'est qui fait son budget de ça. Oui. Maintenant, on va se poser, on imagine fort un Matignon qui aurait présenté ce budget, je pense qu'on aurait ce débat-là. Ça n'irait pas mieux, en fait. C'est-à-dire que ce budget, il décale l'objectif que Bayrou s'est mis à 2029 sur 2032. Et puis, j'allais dire, dedans, il y a des totems. Alors, il y a Zuckman, évidemment, mais derrière, il y a vraiment des mèches qui vont réveiller le monde des entreprises et sur lesquelles les entreprises n'ont pas besoin, puisque, évidemment, les mots sont sortis. Je pense au pacte Dutreil, je pense au crédit impôt recherche, et il y en a plein d'autres. Et là-dessus, c'est à nouveau les vieux démons qui sont un peu agités par le Parti socialiste, comme s'il y avait finalement de la richesse à y chercher. Le seul point commun qu'ont Bayrou et le PS aujourd'hui dans le budget, où ils s'entendent, c'est la lutte sur la fraude. Oui. À peu près tout, c'est le seul, on va dire. Et puis comme si on pouvait récolter 3 milliards de plus, 3,2 milliards, je crois, dans le projet socialiste. C'est un peu fantasmé, hein, oui. c'est ces milliards qui arrivent sur l'antifraude. Donc on est vraiment sur un budget à la peine. Alors le seul point que je vais reconnaître au PS, finalement, mais qui est dans son rôle, hein, et sans jugement, c'est la volonté de mettre une petite dimension politique, en revanche, dans le budget. C'est-à-dire de jouer sa carte. C'est-à-dire d'envoyer des signaux à ses troupes. Ce que Bayrou n'arrive pas... Avec l'ISF Avec l'ISF, avec Zuckman et tout ça. Il est très politique, avec toutes les choses délétères dont vous venez de parler. Ce que Bayrou n'arrive pas à faire, lui. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à envoyer des signaux à ses propres troupes pour les consolider. Politique. Voilà. Donc, maintenant, ce budget, il est hors sol. Céline Antonin, ce budget, il est alors peut-être il est très politique, mais est-ce il est très politique. Alors disons que moi, je vois pas que du mauvais. C'est-à-dire que par exemple, le fait de dire on est attaché à une forme d'égalité fiscale, le fait de lutter contre l'optimisation fiscale, le fait d'avoir un effort qui soit porté par tous, etc. Bon, ça, je pense que c'est des concepts avec lesquels il est difficile d'être. Voilà. Si on rentre vraiment. On va prendre. Mais si on regarde par exemple, effectivement, un certain nombre de mesures. Non, moi je pense que la taxe du recettes sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. 1800 ménages en France. Il y a la question des biens professionnels, il y a plein de questions qui se posent, et je pense que la question, c'est plutôt résoudre l'optimisation fiscale. Là, je m'appuie sur aussi les travaux de l'IPP, notamment sur ça, qui vous expliquait les questions des plus-values latentes, de la transmission, du fait que vous avez au très très haut niveau, au niveau des très très hauts revenus, vous avez une dégressivité, effectivement, donc, en termes de contribution, et au lieu de contribuer à hauteur de 40%, vous êtes plutôt autour de 20%. Donc, effectivement, ça, c'est une vraie question dont on parle depuis longtemps, et c'est tout à fait légitime de vouloir s'y attaquer. Après, est-ce que ce budget est le bon moment, etc. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps de la réflexion? Concrètement, effectivement. Bon, voilà, donc ça, c'est une question. Les questions, par exemple, la taxe GAFA, je veux dire, après doublement la taxe GAFA. Là, ça pose la question de nos rapports avec les États-Unis. Donc... Mais par exemple, sur la question de la réforme du crédit impôt recherche, ça fait quand même très longtemps qu'on en parle. Donc après tout, pourquoi pas? On sait que ça va beaucoup vers les grandes entreprises et que ça serait plus efficace, mieux ciblé. Donc je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas totalement à rejeter, et d'ailleurs
auquel, en termes de débat même avec François Bayrou, auquel il pourrait être ouvert. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment pour le coup choqué, c'est par exemple le fait de revenir sur l'âge de départ à la retraite. Ça, je me suis 62 dit, ans, là, c'est pas possible. Je crois que là, moi, Oui, là, on retrouve le Parti socialiste. Non, c'est ça. Par exemple, je me suis dit, dans ce que je vous disais tout à l'heure, où pour moi, il faut quand même davantage de travail, où vraiment on pêche à ce niveau-là, il faut vraiment retrouver un taux d'emploi qui soit bien supérieur pour les catégories 55-64. On est quand même à la traîne par rapport aux autres pays et on nous propose de revenir à 62 ans. Je crois qu'on a, là, moi, je suis, j'en perds mon chapeau là. Donc les bras nous en tombent. Non, mais collectivement, sur la taxe GAFAM, dès qu'il s'agira de faire des choses sur les GAFAM, je serais favorable à ce qu'on alourdisse les pénalités sur les GAFAM. Il y a notamment la manière dont on a traité l'Europe du côté des États-Unis sur les biens. Nous avons véritablement besoin de trouver un rééquilibrage. Il y a un vrai bras de fer sur les la services. Régulation non, mais je suis totalement conscient que c'est un bras de fer et personnellement, je plaide vraiment pour qu'on mène ce bras de fer avec énormément d'énergie, de volontarisme et même de mordant. Sur tout le reste, j'ai presque envie de dire qu'il y a dans toutes les propositions du Parti socialiste exactement tous les ingrédients qui nous ont menés là où nous sommes. C'est-à-dire que on a un outil productif qui n'est pas suffisamment allant parce qu'il traîne trop de taxes et on dit on va lui remettre encore une couche supplémentaire. C'est vraiment, c'est presque à contre-courant de ce qu'il faut faire et je regrette parce que je pense que tous les chefs d'entreprise et c'est la rêve de la semaine dernière l'a illustré, souhaitent qu'il y ait une sorte de consensus autour des entrepreneurs et de la nécessité d'accompagner le dynamisme entrepreneurial dans notre pays. Et là, on voit un Parti socialiste revenu à ses démons je sais pas, du siècle dernier. Oui. Du siècle ou de dernier. 2012, le choc fiscal, on l'avait connu en 2012 et 2014. Et ça recommence. Et cette arme fiscale qui est la seule arme qu'ils imaginent comme étant une arme régalienne, c'est incroyable de vous penser l'économie uniquement à travers une taxe nouvelle. On va écouter François Bayrou d'ailleurs. Il a son propre chiffrage, lui, sur le choc fiscal que provoquerait ce programme du Parti socialiste. On l'écoute tout de suite. Les propositions du Parti socialiste se sont les plus éloignées de toutes celles qui ont été faites sur le champ politique. Pourquoi ? Parce que ce que propose le Parti socialiste, c'est pas de freiner la dépense, c'est de laisser repartir la dépense et de le faire en créant, selon mes comptes, 32 milliards d'euros d'impôts, principalement sur les entreprises. 32 milliards d'impôts sur les entreprises. Est-ce que la France... Alors, ça récupérerait la moitié des baisses qui ont été faites depuis 2017, mais est-ce que l'économie française peut encaisser un tel choc, Philippe ? Ah non, surtout pas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est déjà du mauvais côté de la courbe de l'affaire, et notamment sur les entreprises. Et donc, plus on va taxer les entreprises, moins au total, on va récupérer de recettes à l'arrivée. Ça, je pense que ce raisonnement-là, peu de gens le font. Pourtant, il est fondamental. Pour qu'on ait des grosses recettes à l'arrivée, il faut des entreprises qui font beaucoup de profits et qui embauchent beaucoup de salariés qui ensuite paieront beaucoup d'impôts. Beaucoup d'impôts et beaucoup de cotisations. Alors, mais les cotisations des salariés, quelque part, c'est le prix des services publics et c'est le prix de la protection sociale. Oui. Moi, ça ne me choque pas que les salariés payent beaucoup de cotisations sociales. C'est un choix de modèle de société. Donc, on l'assume. En revanche, sauf quand il marche plus, quand même. En revanche, il faut libérer la fiscalité des entreprises. Ouais. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Céline. Oui. Moi, au début, je vais vous surprendre. J'ai été... Surprenez-moi, Philippe. agréablement surpris par cette proposition de contre-budget. Parce qu'elle existe. On l'attendait. Donc, on ne peut pas avoir de débat au Parlement, on ne peut pas espérer un budget, quel qu'il soit, une loi de finances, sortir de cette incertitude s'il n'y a pas à un moment un début de négociation. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, les propositions sont très éloignées les unes des autres. On va parler du programme du Fonds économique après. Et de ce point de vue, je ne sais pas si c'est une bonne chose hier, de la part du Premier ministre, d'avoir tapé aussi fort sur ces propositions. Il a dit, c'est rien, ce n'est aucun redressement. Quoi. Mais on voit mal moi, je pense que c'est peut-être le début d'un rapprochement et peut-être la réunion des partis de gouvernement, parce que finalement, c'est ça l'enjeu pour la France, c'est qu'il y a de chaque côté de l'échiquier politique, il y ait des partis responsables de gouvernement qui arrivent à s'entendre. Il y a deux choses, malgré tout, après cette petite surprise positive qui me gêne dans ce contre-proposition, c'est d'appeler investissement
les augmentations de dépenses qui sont prévues. Oui. Alors, c'est un petit jeu de mots, parce qu'ils vont dire, oui, c'est de l'investissement, parce qu'en fait, cette relance keynésienne, elle va produire des recettes. Mais aujourd'hui, les ménages, ils sont déjà à 18% de taux d'épargne. Oui. On peut leur rajouter du revenu, ils vont continuer à épargner, ils ne vont pas se mettre à consommer. Donc, la relance keynésienne ne peut pas fonctionner de ce point de vue-là. Donc, ça n'est pas de l'investissement, c'est vraiment de la dépense. Mais en même temps, par exemple, baisser la CSG sur les revenus bas, puisqu'il parle aussi de baisser la CSG. Milliards. Mais pareil, on crée encore un effet de seuil. Enfin, je veux dire, je pense que c'est pas le genre de dispositif dont on a besoin, clairement. Je vais me faire l'avocat du diable, Ludovic de Sauté. L'idée du Parti socialiste, c'est aussi de dire que le budget de François Bayrou est récessif et que pour ne pas casser la croissance qui est déjà assez faible en France, il faut un peu étaler l'effort. C'est le constat de départ. Alors, je suis d'accord avec la remarque de Philippe, dire il y a quelque chose de sain dans le jeu démocratique, on va dire, que ce budget existe. Maintenant, ce budget, il existe dans un contexte qu'on n'a pas vu arriver. Et c'est peut-être ça où est un peu le piège. Moi, ce budget, là où il m'interpelle, on peut peut-être y trouver 2-3 élans et tout ça, mais peu importe, au-delà de la politique. C'est que ce que disait Léonidas tout à l'heure est important, à mon sens. C'est que, et ça renvoie au discours de Patrick Martin, mercredi, en ouverture de la REF, l'université d'été du MEDEF, c'est qu'on sent que dans son ensemble, la classe politique est un peu dépassée par la situation. C'est-à-dire que chacun y va de ses recettes, de ses vieilles mécaniques. Puis il y a une grande absente là-dedans qui m'inquiète énormément, c'est l'Europe. C'est-à-dire que quand on parle d'Europe, on parle juste de combien la France va payer à l'Europe. On a l'impression qu'on n'est plus dans l'Europe, que la France est à part. Ça, c'est la demande de Marine Le Pen, réduire la participation française à l'Union européenne. C'est vraiment inquiétant de voir à quel point l'Europe est en train de disparaître globalement, et alors qu'on parle d'économie, et que ça devrait être quelque chose qui est au cœur quand même de notre réflexion. Mario Draghi a tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière à Rimini, en disant que l'illusion que notre grand marché de 450 millions de consommateurs suffirait à installer notre position sur la scène internationale et dans les relations commerciales, cette illusion avait disparu cette année en 2025. Benjamin Constant avait dit que le travail des entrepreneurs, c'est s'occuper de leur boîte, de leurs affaires, et puis laisser aux représentants de la nation le soin de s'occuper des affaires collectives. Mais il finit à la fin de La liberté des modernes et La liberté des anciens, c'est les 2 dernières pages où il dit mais quand ça dérape, il faut qu'ils reviennent et qu'ils reprennent le contrôle de la machine, parce que la machine étatique peut emmener toute l'activité libérale et toute l'activité entrepreneuriale. On y est, parce que parallèlement aux mesures du MEDEF, vous avez vu que Pierre Gattaz a sorti 30 propositions également dans un livre, notamment sur le travail. Votre travail doit payer, parce que on veut que nos salariés gagnent mieux leur vie et que le salaire soit plus proche de celui... Il y a beaucoup d'idées qui circulent en ce moment. Absolument. Qu'est-ce qu'il propose, Pierre Gattaz ? Mais on est en train de faire ce travail-là parce qu'effectivement, on constate que les politiques sont dépassées par ces mécanismes. Et d'ailleurs, finalement, on le constate en écoutant François Bayrou hier. Il y a le constat, il y a une crise, on est au bord du précipice, c'est tragique. Et en même temps, il sort toutes les propositions possibles, sans stratégie, parce qu'il n'y a pas eu de compréhension sur comment on en est arrivé là. Mais je pense que fondamentalement, la raison pour laquelle il n'y a pas de stratégie, c'est que nos hommes et femmes politiques ne savent pas comment on crée des richesses. Pas la moindre idée de comment ça fonctionne, pas la moindre idée de constater, alors que Pierre Gattaz avait fait une démonstration avec son badge de 1 million d'emplois créés. Objectif dépassé, doublé. Parce qu'il avait dit enlever les charges et vous verrez la machine capable de créer effectivement des emplois. C'est comme ça que l'on a eu le tournant de la politique de l'offre. Et ça m'inquiète énormément et je crois que ça peut nous inquiéter collectivement. Si la politique de l'offre nous a menés et nous mène au bord du précipice, c'est là où le Parti socialiste dit, vous voyez bien, ça ne marche pas, il faut que l'on corrige. En fait, on a fait 2 choses à la fois. On a fait une politique de l'offre en réduisant, mais on n'a pas réduit les dépenses de l'État. Mais il a dépensé comme un keynésien sous stéroïdes, Emmanuel Macron, depuis 2017, effectivement. Il a appuyé à la fois sur la pédale de l'accélérateur. Il a fait du en même temps. De la politique de l'offre en baissant les impôts, mais tout en appuyant sur le frein. C'est vrai qu'au cours des différentes crises, on a vraiment indemnisé largement les ménages et les entreprises. Et en fait, c'était l'État qui assumait cette charge. Et l'État, c'est nous. Donc voilà. Et je voulais juste, je me permets, revenir quand même sur la question des retraités, parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal des entreprises, mais moi, j'avoue que j'ai été vraiment, pour le coup, je me suis dit, c'est pas possible qu'on parle encore de réduire l'âge de départ, alors que je veux dire, on va à rebours de tout ce qui se fait dans les autres pays.
pays. On a un allongement de la durée de vie, on a un allongement de la durée de vie en bonne santé, et on voit bien en plus que effectivement, les gens vivent plus longtemps, donc c'est normal qu'ils travaillent plus longtemps, et que si on veut pérenniser notre système de retraite tel qu'il existe, et moi j'avoue que j'y suis attachée, et je suis pas non plus pour réduire le niveau de vie des retraites. Donc moi, dans la proposition Bayrou, je trouve que de stigmatiser les retraités, c'était là aussi très maladroit et très injuste. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout simplement, on acte le fait d'avoir, de la part par exemple du Parti socialiste, pour être cohérent, de se dire ok, on propose une meilleure répartition des richesses, mais au moins on acte le fait qu'il faut travailler plus longtemps et qu'on a besoin du travail. Mais voilà, et on va à rebours de ça. Et en même temps, je vous dis, moi je suis quand même attachée au fait aussi que les retraités ne doivent pas être les boucs émissaires et qu'on a tendance un peu à les considérer comme des gens qui bénéficient d'une assistance, alors que je rappelle quand même que c'est un système assurantiel qu'on a en France. On paye une assurance, enfin ça c'est un système, en tout cas, on a cotisé toute sa vie et on a droit à une certaine retraite. Alors après, qu'on dise, il y a des générations qui ont vécu mieux que d'autres, etc. Bon, c'est une autre considération. Mais je vous dis, encore une fois, je trouve que là, on a vraiment un débat qui me donne l'impression qu'on est dans un pays où la richesse se réduit, et quand la richesse se réduit, ça se réduit pour tout le monde. Et effectivement, ça exacerbe les jalousies individuelles. Donc faisons en sorte que le gâteau grossisse plutôt que de stigmatiser sa grand-mère, son grand-père. En même temps, est-ce que c'est pas un budget simplement de conquête du pouvoir ? Les comptes publics et les finances publiques en France ont plutôt tendance à être réparés sous la gauche et davantage souvent que sous la droite. Donc ils sont plutôt responsables au final. François Hollande a ramené le déficit sous les 3% en 2017. C'est Emmanuel Macron qui en a profité, mais est-ce qu'il n'est pas juste très très politique et on continue à raconter des sornettes finalement? Oui, mais alors à un moment, je trouve que les Français ont aussi besoin ont besoin de vérité, et je veux dire, ils peuvent entendre ces vérités. Je suis d'accord avec Céline. Ce qui est dommage, et avec Léonidas, enfin avec tout le monde. Non, mais ce qui est dramatique, si je puis dire, c'est que le pays s'appauvrit. Oui. C'est ça. Oui, comparativement. Parce que la puissance continue quand même. On continue à créer de la richesse. Bien sûr, mais moins vite que les autres. C'est Xavier Fontanet qui est le premier à pointer une statistique qui est extrêmement intéressante. C'est de comparer le PIB par habitant de la Suisse et de la France. Ils sont identiques en 1970 et aujourd'hui, celui de la Suisse est à peu près à 50-60% supérieur à celui de la France. Le salaire minimum en Suisse, c'est 2 500 €. Mais la vie en Suisse, si on fait la parité des pouvoirs d'achat, ça coûte pas 2,5 fois plus cher la Suisse que la France. C'est pas vrai. Et donc on est dans un pays qui s'appauvrit. Et vous parlez des retraites. Oui, d'ailleurs, les États-Unis, Draghi l'a dit, l'Europe par rapport aux États-Unis. La même chose. Sur les retraités, je suis d'accord. C'est-à-dire que si on veut éviter que les retraités gagnent moins. Il faut qu'on travaille plus. C'est ça. Moi, je suis pour des retraités. Les retraités gagneront. Exactement. Et on est attaché à notre modèle social et on n'est pas pour que les retraités soient pauvres. Question de prospérité collective. Ça m'amène aux propositions du Front économique. Les propositions. Alors, il faut qu'on explique rapidement. Une centaine d'économistes et de chefs d'entreprise qui, pendant 10 mois, travaillent ensemble, main dans la main, pour faire une sorte de boîte à outils au vu de la présidentielle. Il en sort 35 propositions, vous les avez vues les uns et les autres. Qu'est-ce que vous en retenez, Ludovic ? Alors, c'est là où je parlais de concours d'épines. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une phase là qui permet pas aux gens de poser un diagnostic tellement il y a de messages un peu contradictoires. C'est vrai, c'est une réalité. Alors, c'est deux salles, deux ambiances, ce qu'on disait. Deux salles, deux ambiances, exactement. Merci, j'allais dire, au fait que ça existe parce que ça alimente le débat démocratique. Il y a des choses, on va sûrement en parler, qui sont très bien vues, très judicieuses. Maintenant, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, moi, j'ai le sentiment que dans les éléments qui sont proposés, il y a un peu une prise d'otage politique. Je crains. C'est-à-dire qu'on est dans une séquence où, dans une semaine, le coup près risque de tomber. Donc, on a l'impression que des choses qui sont posées sur la table, dont on pourrait se saisir, risquent de disparaître dans 10 jours parce qu'on va être dans une autre séquence politique et enterrer ces propositions. Cette cadence, elle est là. Maintenant, moi, j'ai une petite inquiétude, et je vais me faire aussi l'avocat du diable comme vous, Raphaël, parce que c'est aussi provoquer le débat. C'est-à-dire que, oui, la classe politique est dépassée, mais j'ai un peu le sentiment que le monde de l'entreprise aussi hexagonal est pas vraiment à la page aussi. Elles sont un peu has-been, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Je vais provoquer. Non, mais je vais provoquer. Je les défends et tout ça. On a un bon fonctionnaire. Mais il faut quand même qu'ils rentrent un petit peu dans notre époque aussi. Où les armes ont changé, les leviers ont changé, et on les sent un petit peu arc-boutés quand même sur des positions aussi un peu statutaires et tout ça. Et cette modernité,
aussi, je pense qu'elle est nécessaire, et d'ailleurs on le ressent chez les entrepreneurs, ceux qui prennent des risques, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui vivent, ou même par rapport aux instances, je pense pas qu'au MEDEF, ils sentent que, oula, on vit pas exactement cette chose-là. Nous, on est ailleurs, il y a une réalité, on vient à notre marché, on vit d'autres difficultés. Je résume les propositions, grosso modo, c'est moins d'impôts sur tous les impôts de production, c'est 1,5 million de suppression de postes de fonctionnaires, c'est réduire le nombre de ministères, un peu à la Milei et sa tronçonneuse, on tranche. Et moins de dépenses publiques pour plus d'efficacité. Et puis le retour, pas le retour d'ailleurs, une nouvelle réforme des retraites qui pourrait aller au-delà de 64 ans, indexée notamment sur l'espérance de vie. L'espérance de vie. C'est vrai que c'est quand même, un peu classique, on a l'habitude. Moins d'impôts, moins de fonctionnaires. Moi, je voudrais vraiment faire un focus sur la TVA sociale, parce que je pense qu'il y a une vraie réflexion sur qui pèse la charge de notre modèle social. C'est le seul impôt sur lequel nous soyons au-dessous de la moyenne européenne. On a, pour rejoindre la moyenne, est à 22... 1 ou 2 points d'écart, effectivement. À 2 points d'écart. La moyenne est à 22% pour le taux normal. Nous, on est à 20%. Or, véritablement, il y a 8 milliards par point. Faire rentrer 16 milliards avec 2 points de TVA, en donner une grande partie. On va vous dire que c'est injuste, Léonidas, puisque les plus modestes devront payer davantage. Vous savez bien que la question de la TVA sociale laisse de côté la TVA à taux réduit pour les besoins de première nécessité. Donc, les plus modestes n'en souffriront pas sur tous les besoins de première nécessité. En revanche, ça redonne potentiellement du pouvoir d'achat aux salariés et ça fait rentrer une autre catégorie dans ceux qui contribuent à notre modèle social. Ce sont les produits importés et ce sont les 100 millions de touristes que nous avons tous les ans. Et ça, c'est très important parce que ça élargit l'assiette sur laquelle repose la principale charge que nous avons, qui est ces 600 milliards de dépenses sociales. Et potentiellement, là aussi, si on redonne du pouvoir d'achat aux salariés, eh bien, le différentiel entre ce que l'on gagne quand on travaille et ce que l'on gagne quand on est dans les revenus de l'assistance, eh bien, il est en décalage et ça incite les gens à revenir au travail. Philippe Métrissi, une vraie stratégie. C'est pas simplement du bidouillage fiscal. Peut-être que vous avez participé aux travaux du Front économique, Philippe Métrissi. Je n'ai pas participé. Non. Mais qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'économiste? Absolument. Je ne suis pas conflicté. Écoutez, moi je trouve que c'est excellent, à la fois sur le fond et c'était une nécessité effectivement. C'est parti du constat que l'année dernière, pendant les législatives, le débat économique avait été monopolisé par des idées qui étaient en fait anti-économiques, qui étaient un peu dénuées, hors sol, de tout fondement d'analyse. Et donc là, on revient sur des propositions que c'est à peu près normal. Pour autant, la difficulté que je vois, c'est qui incarne ce programme. Et vous l'avez très bien dit, Ludovic, c'est que dans une semaine, il risque de passer à la trappe. Et oui. Et ça, c'est le rôle du politique. Exactement. Rendre possible ce qui est nécessaire. Par le passé, dans d'autres pays, voire en France, vous aviez une grande figure, ou plusieurs grandes figures, qui incarnaient ce courant d'idées réformateurs pour doper une économie. Alors, tout n'est pas forcément adopté. Il y a des choses qui le sont, d'autres qui sont peut-être à différer. Enfin, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais le problème de ce programme aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas incarné. Et donc, le risque, c'est qu'il passe aux oubliettes assez vite. Alors, Nicolas Dufourcq, à la REF, la semaine dernière, a pris la parole dans un débat dans lequel, d'ailleurs, il y avait un sondage, je crois que c'était l'Opinion qui l'avait sorti, qui disait que... Sur la prise de parole des chefs d'entreprise, 70% des Français souhaitent que les chefs d'entreprise prennent la parole et s'impliquent dans la vie de la cité. Il faut absolument qu'ils le fassent, sinon... Sondage Odoxa, sinon pour l'Opinion. Et donc Patrick Martin a pris sa part, mais c'est pas suffisant. C'est tous les entrepreneurs sur le terrain qui doivent expliquer leur métier, qui doivent expliquer leurs difficultés, qui doivent expliquer leurs attentes, et pour qu'au final, ces belles idées puissent s'incarner Je crois que c'est très important. Dans un parti, dans une figure. Il est fondamental parce que il y a une habitude, et là je rejoins peut-être un peu ce que vous disiez sur les réflexes un peu passés du patronat, de vouloir s'adresser uniquement aux politiques. Or, les politiques sont sensibles à leurs électeurs, et si on ne fait pas passer, j'allais vraiment dire, auprès du peuple, le message de l'importance de ce que représente l'entreprise, de rappeler aussi ce que c'est que les filières, qu'est-ce que ça implique dans les territoires, comme un moyen de trouver du travail pour leurs enfants. Il faut que tout ce cheminement soit refait. Et c'est à nous de le faire, personne d'autre ne le fera. Et effectivement, je pense que même la REF, en quelque sorte, illustre. On parle aux politiques, ils étaient omniprésents, mais il faut que l'on parle au peuple, il faut réconcilier les entrepreneurs et le peuple, parce que sans une adhésion du peuple,
peuple à ce que nous demandons, ça apparaît pour beaucoup comme étant des revendications catégorielles. Allez, on a beaucoup parlé politique et économie franco-française. Il faut aussi regarder un peu ce qui se passe à l'international. Il s'est passé des choses importantes ce week-end avec le sommet de l'organisation et peut-être davantage avec le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai qui s'est réuni avec cette photo qui a fait la tournée des réseaux sociaux. Vladimir Poutine, Modi et Xi Jinping se serrant la main, se donnant l'accolade chaleureuse les uns avec les autres. Le président Modi, le président indien, qui, il y a 18 mois encore, se rendait pour une visite d'État aux États-Unis qui était historique et qui avait nourri beaucoup d'espoir, en tout cas sur une force d'équilibre entre l'Occident et l'Orient. Ben là, on voit que la politique de Donald Trump l'a poussé dans les bras finalement de Xi Jinping. C'est allé très vite. Hein. C'est allé très très vite, effectivement. Quelles sont les conséquences, Céline Antonin, de ce virage? Les conséquences. Alors peut-être juste pour rappeler très rapidement les causes, entre autres le fait que l'Inde s'est vue imposer des droits de 50% par Donald Trump, et effectivement pour la punir en fait d'avoir entre autres importé du pétrole de Russie, et donc en fait parce que l'Inde qui n'était pas du tout importateur de pétrole s'est mis effectivement à importer beaucoup de pétrole de Russie. On est passé de 2% à peu près du pétrole indien qui était importé de Russie à 40%. Avant la crise et en 2023 et 2023. Donc c'est pour vous dire l'ampleur du montant. Et ensuite ils exportaient des produits raffinés à d'autres pays, y compris à nous. Donc voilà, et ils ont profité effectivement de ce pétrole pas cher pour réduire leur inflation et pour pouvoir exporter. Donc Donald Trump a voulu les punir. Mais ce que ça montre, c'est qu'on est dans un pays qui est multilatéral et qu'on a tendance à l'oublier. Mais le monde s'est aussi recomposé. On a de nouveaux pays qui ont émergé, comme la Chine, comme l'Inde, etc. Et qu'on ne peut pas les ignorer. Et que par ailleurs Trump, avec sa politique, est aussi en train, à mon avis, de s'isoler sur la scène internationale. Donc on voit aussi qu'il y a une recomposition du commerce qui peut avoir lieu. On l'avait vu déjà, effectivement, au moment de la crise en Russie, avec la guerre. En fait, le commerce pétrolier... du jour au lendemain, on n'a pas du tout cessé d'importer du pétrole de Russie. C'est-à-dire que nous, on s'est privé du pétrole de Russie, mais il y a des pays qui en ont largement profité. Et il n'y a pas d'ailleurs que l'Inde, d'autres en ont largement profité, du gaz aussi. Donc, à mon avis, ça montre plusieurs choses. Et ça montre notamment qu'il y a ces États-Unis qui se marginalisent, je pense, d'une part. Par ailleurs, je pense qu'il y a une forme de cynisme aussi à penser qu'on peut se passer, j'allais dire, par exemple, typiquement du pétrole russe. On s'en est pas du tout passé. Et d'ailleurs, on ne souhaite pas, je pense, s'en passer, parce que si on s'en était réellement passé, le choc qu'il y aurait eu sur le marché pétrolier aurait été immense. Donc voilà, donc je pense que ça montre que les relations internationales sont assez... Enfin voilà, c'est pas blanc ou noir, et les États-Unis ne sont plus l'unique maître du jeu aussi. On s'est tiré une balle dans le pied. On s'est tiré une balle dans le pied, et en même temps... sur le pétrole russe, c'est compliqué quand même de continuer aussi. Hein. Oui. Je voudrais juste rappeler, mais tout ce que dit Céline, je partage. Ouais. Mais je voudrais aborder le sujet avec un angle un petit peu différent. Le rapprochement Inde, Chine, Russie, ou ne pas dire URSS, c'est pas une nouveauté. Donc ça existe depuis les années 50. Donc le lancement des mouvements non alignés. La conférence de Bandung, en fait, voilà. Les non-alignés. Donc il y a 55. Ça n'est pas complètement hors sol. Et ça peut bouger. Et vous avez rappelé qu'il y a une visite d'État du président indien aux États-Unis. Il y en a une aussi en France, l'année dernière, pour le 14 juillet. Et la France, vis-à-vis des non-alignés, a toujours eu une position très particulière. Et la France, vis-à-vis de l'Inde, a une position toujours très particulière. Et je pense qu'il y a beaucoup de relations qui pourront se développer sur le plan économique et politique. Donc, première remarque, c'est ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une opportunité peut-être à saisir aussi. Non, avec ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur cette photo. C'est pas la fin du monde. En revanche, sur cette photo, il y a une vraie différence par rapport au passé. La vraie différence, c'est que dans les rapprochements précédents, l'Occident avait l'avantage technologique. Aujourd'hui, c'est la Chine qui l'a. La vraie difficulté, j'ai essayé de vous contredire dans votre lancement en disant que ce qui s'était passé ce week-end était beaucoup plus important que ce qui se passe en France. Le plus important de ce qui se passe en France aujourd'hui, et Mario Draghi l'a rappelé aussi, c'est l'invasion de produits industrialisés de la part de l'Asie, en particulier de la Chine, mais pas bas de gamme. Haut de gamme. On est aujourd'hui en concurrence avec les meilleurs du monde. La vraie question, c'est nous. Est-ce qu'on les accueille pour nous les copier dorénavant ? Elle est là la différence. Et c'est de ceci dont il faut se préoccuper, c'est cet effacement de l'Europe, à la fois sur le plan géopolitique et technologique. Bah oui, c'est la menace qu'a brandi Mario Draghi, pas plus tard que vendredi dernier à Rimini. Merci infiniment les experts du jour, c'était passionnant.